Bonsoir et bienvenue dans ce 23h dans l'actualité de ce lundi 11 septembre 2017. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé ce lundi à Lisbonne où il effectue une visite officielle de 48 heures. Visite au cours de laquelle plusieurs accords de coopération vont être signés entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. Ici à Abidjan, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est entretenu aujourd'hui avec Anas Sefrioui, président directeur général du groupe marocain Adowa, spécialisé dans l'immobilier. Ce lundi, c'est la rentrée scolaire. Comment s'est déroulé ce premier jour de classe pour les élèves, parents et enseignants? Nous aurons des éléments de réponse dans ce journal. Merci d'être avec nous pour ce point de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, a foulé ce lundi le sol de Lisbonne au Portugal. Il y effectue une visite officielle de 48 heures. Visite au cours de laquelle le chef de l'État va s'entretenir avec les plus hautes autorités portugaises. Plusieurs accords de coopération vont être également signés entre les deux États, la Côte d'Ivoire et le Portugal, dans plusieurs domaines d'activité. Viviane Aimé. L'avion présidentiel ivoirien, avec à son bord le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et son épouse, la première dame Dominique Ouattara, a atterri à 17h44, soit 16h44, heure d'Abidjan, à l'aéroport militaire Figo Maduro de Lisboa, l'appellation portugaise de Lisbonne. Le président de la République a été accueilli à sa descente d'avion par le conseiller diplomatique du chef de l'État portugais, Augusto Duarte, le directeur du protocole, l'ambassadeur Clara Nunes dos Santos, ainsi que l'ambassadeur du Portugal en Côte d'Ivoire avec résidence à Dakar, son Excellence Paulo Nascimento. Tout premier ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Portugal avec résidence à Lisboa, son Excellence Kofi Fana, en poste seulement depuis 2015, était particulièrement heureux d'accueillir cette première visite officielle d'un chef d'État ivoirien au Portugal. Présent aussi à l'accueil du chef de l'État, 4 ministres du gouvernement qui l'ont précédé dans la capitale portugaise. Les ministres Jean-Claude Brou, de l'Industrie et des Mines, Anne Ouloto, de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Diarasouba Souleymane, du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Bandama Maurice, de la Culture et de la Francophonie. Une visite officielle qui s'inscrit dans le cadre de la diversification de la coopération internationale entreprise par le président de la République, Alassane Ouattara. Je suis heureux d'être là avec Madame Ouattara pour cette visite d'État. Vous savez, c'est une grande opportunité pour notre pays de continuer d'élargir ses relations. Et être à Lisbonne aujourd'hui est un grand bonheur pour nous. Et nous allons bien sûr avoir des échanges importants sur des questions d'intérêt commun, des questions de coopération, et aussi bien au niveau des deux présidents, mais également au niveau du secteur privé. Le Portugal peut faire beaucoup en matière de coopération pour nos pays et nous attendons beaucoup de cette visite. Donc Mme Ouattara est également là et elle aura l'occasion de visiter un hôpital dans la perspective de l'ouverture de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Vieille économie en Europe, le Portugal connaît depuis ces dernières années un dynamisme économique qui en fait un partenaire appréciable. Ici, en terre ivoirienne, le vice-président de la République a reçu cet après-midi l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Avec Jean-François Valette, Daniel Cablon-Duncan a fait le point des préparatifs du prochain sommet Afrique-Union européenne. Les deux personnalités ont aussi évoqué l'exécution du 11e Fonds européen de développement. Mahama Traoré, Abiba Dambélé-Saoui. L'organisation du prochain sommet Union européenne-Afrique à Abidjan, fin novembre 2017. Un sujet largement évoqué par les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron lors de leur dernière rencontre à Paris. Sur le terrain, les choses s'activent. Le vice-président Daniel Cablon-Duncan et l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire se sont rencontrés une énième fois ce lundi pour faire le point des préparatifs.
On en sait plus désormais sur le programme de ces assises. Sur les sujets du sommet, une partie de ces sujets concerne l'organisation, mais aussi le financement d'un certain nombre d'événements. Et nous avons parlé des événements qui, autour du sommet, se tiendraient sur les jeunes, puisque c'est un sommet visant à faciliter l'accès des jeunes à l'emploi, et également au sujet du business, c'est-à-dire le climat des affaires et la venue éventuelle d'investisseurs en Afrique. Là, à l'occasion de ce sommet, il y aura un forum de ces investisseurs le 27 novembre, donc l'avant-veille du sommet, pour définir les meilleures conditions possibles des investissements privés en Afrique. À cet égard, je rappelle que nous avons, nous-mêmes, Union européenne, pris des dispositions pratiques au niveau du financement de ces investissements pour passer d'une logique de donneur-receveur à une logique de répondre à des demandes venant des privés, des personnes, et notamment je pense aussi aux femmes, qui sont créatrices d'emplois à travers la création d'entreprises. Cette démarche de financement des créateurs d'entreprises sera l'un des points clés du sommet Union européenne-Afrique. L'aide au développement à travers le 11e FED, Fonds européen de développement, un autre sujet évoqué lors de ces échanges. Daniel Kablan-Duncan et Jean-François Valette ont notamment passé en revue les conditions à remplir par la Côte d'Ivoire pour le décaissement de l'appui budgétaire consenti par l'Union européenne. Après la vice-présidence, direction la primature. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a échangé aujourd'hui avec Anas Sefrioui, président, directeur général du groupe marocain Adowa. Cette structure spécialisée dans l'immobilier entend renforcer sa présence en Côte d'Ivoire par la construction de plusieurs usines de fabrication de ciment. Herman Guivé. À la tête d'une forte délégation, Anas Sefrioui, le président directeur général du groupe Adowa, est reçu par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les nouvelles sont bonnes. Le groupe marocain envisage de renforcer ses investissements en Côte d'Ivoire dans l'immobilier, son domaine de prédilection. Il y a à peu près 1 an et demi, nous avons déposé la première pierre de l'usine de San Pedro, qui a une capacité de production de 1 million de tonnes. Et on est venu lui annoncer que l'usine est opérationnelle maintenant. La même chose pour une sacherie à Abidjan, d'une capacité de 80 millions de sacs. Et nous avons dans le programme aussi le lancement de l'usine de la cimenterie de Bouaké, que nous lui avons annoncé aussi. Les premiers logements de Doha vont être livrés, Inch'Allah, à partir du premier trimestre 2018. Et nous avons pu, avec nos partenaires banquiers, avoir des crédits acquéreurs sur une période de 20 ans, chose qui n'existait pas, donc 20 ans. Et nous sommes en train de négocier 25 ans, mais aujourd'hui nous avons un accord sur 20 ans pour tous les ménages ivoiriens. Le secteur agricole bénéficiera également de ces investissements. L'agriculture, notre objectif, c'est de lancer, comme dans les pays amis africains, sur une production de à peu près 100 à 120 000 tonnes de riz par an. Donc là aussi, c'est un investissement très important qui aura pour conséquence à peu près 2500 emplois. Et donc là, nous venons de l'annoncer à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui a applaudi ce projet parce qu'il y a quand même 2500 emplois et 120 000 tonnes de riz à produire localement. C'est quand même important. Des emplois directs et indirects, conséquence de ces investissements, de quoi renforcer le partenariat ivoiro-marocain. C'est la fin des vacances et la rentrée scolaire ce lundi 11 septembre. L'école a officiellement rouvert ses portes pour s'assurer de la reprise effective des cours. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'est rendu dans quelques établissements. Kandia Camara a visité le groupe scolaire de Plateau Nord à Cocody et le lycée moderne d'Andokwa à Yopougon. La rentrée scolaire a diverses significations pour les élèves et parents. Si pour les premiers, elle est synonyme de bonheur, pour les seconds cités, elle est source de grand stress.
Ce premier jour de classe est également vécu différemment dans les établissements. Comment cette journée s'est-elle déroulée pour les élèves, parents, enseignants et responsables d'école? On en parle avec Patricia Omouetia. L'heure de la rentrée a sonné. Moment excitant pour les enfants. Pour ces jeunes enfants, l'école est un nouveau milieu avec de nombreux stimuli et de nouvelles personnes. J'aime l'école parce que c'est pour étudier. Ici, dans ces groupes scolaires de la Riviera et de Mputo, c'est le même constat. Pas de table-banc. Les élèves sont assis à plusieurs avec des effectifs de 80 à 100 élèves par classe. Véritablement, les choses iront peut-être d'ici la semaine prochaine. L'effectif est pléthorique, donc nous avons vraiment des véritables problèmes de banc. Ça, il faut qu'on nous aide. La rentrée est effective à l'école ici. Tous les maîtres sont présents, tous les élèves sont présents. Bon, les élèves sont de la cour parce que c'est hier seulement, nous avons reçu de nouveaux bancs venus de l'État. L'équipe de montage de ces bancs-là a fini hier soir. Donc ce matin, on a eu le temps de faire entrer les bancs, de les classer. Et ensuite, les élèves vont rentrer. Premier contact avec l'ardoise et la craie dans certaines classes. Ici, au lycée classique d'Abidjan, c'est le premier cours d'anglais pour la terminale C4. Pour le proviseur du lycée classique, les cours ont véritablement commencé. Tous ceux qui se sont inscrits sont normalement en classe. Mes profs ont reçu leurs emplois du temps depuis vendredi. Et donc, on est prêt à commencer. Pour l'année scolaire 2017-2018, la rentrée des classes a été fixée au lundi 11 septembre 2017. Un moment excitant et stressant pour les petits comme pour les grands. Mettons le cap sur le Haut-Sassandra à Daloa. La rentrée des classes est effective, mais l'affluence varie d'un établissement à un autre, comme nous l'explique notre correspondant Ngana Kounati. L'heure de la rentrée scolaire a sonné pour tous les élèves, comme ici au lycée Antoine Gauze de Daloa, où le proviseur a rappelé les recommandations à l'occasion de la cérémonie du salut aux couleurs. Vous devez être coiffé, vous devez vous fourrer le matin avant de venir. Vous devez porter vos ceintures. Dites à vos amis qui traînent encore à la maison que les cours ont effectivement repris ici au lycée Antoine Gauze. Direction les salles de classe pour les premiers enseignements de l'année scolaire. Le matin unitaire petit type et le matin unitaire 4. Chez nous ici au lycée Antoine Gauze, c'est une habitude. Le premier jour de la rentrée, nous sommes là, nous commençons effectivement et les élèves viennent et le programme démarre, ce qui nous permet de finir les programmes dans le temps. Si tout se passe bien dans les établissements publics, ce n'est pas la grande affluence dans les écoles privées. Au collège élite, par exemple, les élèves se comptent au bout des doigts avec des classes complètement vides. Les parents d'élèves évoquent les raisons pour ce manque d'engouement. Ici au privé, en tout cas, la scolarité, on paye. Alors qu'au public, là-bas, c'est rien que l'inscription et puis il n'y a pas de scolarité à payer là-bas. Ici, on doit payer la scolarité, tout ça là. Vraiment, c'est difficile, c'est très dur. Toutefois, les enseignants ont espoir que les choses vont évoluer dans les jours et semaines à venir. C'est comme ça, toujours le début c'est comme ça, mais je pense que dans une semaine, il y aura de l'affluence et on commencera les cours. Au niveau des tout-petits, la rentrée scolaire est effective, comme ici, dans ce groupe scolaire au quartier Tazibo, enseignants et écoliers étaient à la tâche. C'est donc parti pour la rentrée 2017-2018 dans de relatives bonnes conditions. Comment les élèves du CP1 et de la 6e ont-ils abordé la rentrée scolaire? Comment ont-ils vécu ce premier jour de classe? Nos reporters Godefroy Okambawa et Assou Touré ont suivi certains d'entre eux. Premier jour de classe pour Ephraïm. Âgé de 5 ans, le petit garçon est inscrit au cours préparatoire première année CP1. Mais avant l'heure du départ pour l'école, sa mère est à ses petits soins. Sac au dos, nouvelles chaussures, rien n'est négligé pour son premier jour de classe. Je me fais de nouveaux amis. Elle écrit. Vraiment, ça me fait plaisir que mon enfant vraiment puisse aller au CP1. Lui-même, il est plus content que moi. En attendant de porter avec beaucoup de fierté sa nouvelle tenue, Ephraïm était pressé de se rendre à l'école. Une fois dans cette école où il est inscrit, vérification d'usage et prise de contact avec les encadreurs. Pour le premier jour, pour les tout petits, c'est pas facile, il y a les pleurs, mais on fait avec.
Et on réussit toujours à garder les enfants. Sans complexe avec ses nouveaux camarades, Ephraim prend ses marques. Puis vient le moment inévitable de séparation d'avec sa mère pour une journée de classe. Tu es habitué à ton enfant et puis le laisser, vraiment pour lui c'est des inconnus. Il regarde, il ne connaît personne, vraiment. C'est avec le cœur serré. Pour une première fois, on laisse nos enfants, franchement. Contrairement à Ephraim, Abibatou et Morel sont deux habitués des classes. Mais aujourd'hui, ils font leur premier pas au collège. Je me sens bien, mais un peu nerveuse aussi. Car je commence pour la première fois à la 6e. Je vais rencontrer de nouveaux amis et d'autres personnes, donc ça me fait un peu le trac. J'attendais ça depuis longtemps. Donc ça me fait plaisir, c'est une joie. Je veux devenir un vétérinaire parce que j'aime les animaux. Premier jour de classe au CP1 et en 6e. Commence ici une nouvelle expérience pour ces enfants. Parlons téléphonie mobile à présent. Une nouvelle opération d'identification des usagers est en vue. Pourquoi une telle initiative? Qui est concernée par ce nouveau processus? Des réponses avec Cheikh Koné. Les abonnés des réseaux cellulaires vont de nouveau se rendre chez leurs opérateurs respectifs pour identifier leurs puces. 6 ans après la fin de la première opération d'identification, le gouvernement lance dans quelques jours une nouvelle phase d'identification des abonnés. Le ministre Bruno Nabagné-Koné en donne les raisons. Il s'agit de mettre à jour l'opération qui avait déjà été faite en 2011. Il ne s'agit pas d'une nouvelle opération. L'opération de 2011 avait été faite dans un contexte particulier. Nous sortions de crise et nous avions besoin d'aller vite dans l'identification parce que c'était la première opération d'identification des abonnés ivoiriens. Donc nous avions admis qu'un certain nombre de pièces d'identité soient produites à l'occasion de cette opération d'identification. Il s'est avéré par la suite que cela a malheureusement conduit à des abus. Corriger ce qui n'a pu être en 2011, notamment les cartes SIM identifiées irrégulièrement au nom d'une même personne, la vente des puces préactivées, l'authenticité douteuse de plusieurs pièces présentées. En clair, cette nouvelle opération vise à fiabiliser les données collectées en 2011 et prévoir par la même occasion de nouvelles règles en matière d'identification. Il s'agit dans cette nouvelle opération principalement d'identifier les abonnés à partir de données, cette fois biométriques. Que ce soit le passeport, que ce soit le permis de conduire, que ce soit la carte d'identité ou même tout autre document à partir du moment où il est biométrique. Prévue pour une durée de 6 mois après son lancement, cette nouvelle opération gratuite va concerner les abonnés aux services de télécommunications et les usagers des cybercafés. Mais qu'en est-il des abonnés déjà identifiés? Ceux qui ont été correctement identifiés à l'occasion de la première opération, c'est-à-dire avec un document biométrique et qui ont eu à fournir toutes les informations qui sont exigées à l'occasion de ce deuxième décret, n'ont pas véritablement besoin de se déplacer. Mais il est souhaitable que les opérateurs fassent appel à l'ensemble de leur base et corrige les informations concernant l'ensemble de la base. S'agissant des populations en zone rurale qui ne disposent pas de documents biométriques, le ministre Bruno Nabagné-Koné rassure. Nous ne souhaitons pas que cette opération soit un frein au développement de l'économie numérique en Côte d'Ivoire. Il est tout à fait possible pour une personne qui n'a pas de carte d'identité d'accéder au service à travers une personne qui, elle, dispose d'une pièce d'identité biométrique. Avec un parc d'abonnés de 29 millions dans le secteur de la téléphonie, l'objectif du gouvernement est d'instaurer un sentiment de confiance entre les acteurs de l'économie numérique en Côte d'Ivoire. Le reportage de Cheikh Koné est commenté par Adama Koné. Les conclusions des travaux du 3e congrès ordinaire du RDR sont connues depuis hier. Kandia Kamara, la nouvelle secrétaire générale du parti, était sur le plateau du journal télévisé de 20h. Elle s'est prononcée sur le rôle du président d'honneur, ses perspectives et ses orientations. On l'écoute. Le président est de retour au sein de son parti. Parce que, comme vous le savez, la Constitution ne lui permettait plus de mener des activités politiques, d'être présent aux réunions du RDR. Dorénavant, cela est terminé. Le président est bel et bien avec nous. Il sera présent quand il le voudra
Et quand il le pourra, donc le président a repris sa place au sein du parti, mais cette fois-ci en tant que président d'honneur. Et nous en sommes très, très, très heureux, très honorés. Votre touche en tant que femme à la tête du RDR? Bon, écoutez, on ne va pas refaire le monde, mais je voudrais dire que nous allons travailler sous la houlette du président d'honneur, mais surtout de la présidente, le professeur Henriette Dagri-Diabaté. Un parti politique, c'est une organisation qui a des règles. Nous allons travailler selon les statuts et règlements du parti. Donc, mais on prendrait des initiatives. Mais je voudrais dire que nous allons mettre l'accent sur la mobilisation. Parce que nous venons de démontrer que le RDR est bel et bien la première formation politique en Côte d'Ivoire. Donc notre mission, c'est de maintenir le RDR à ce niveau-là et peut-être faire mieux, donc le rendre encore plus grand, plus fort, plus uni. Donc notre deuxième priorité, ce serait de renforcer la cohésion au sein du RDR, mais aussi au sein du RHDP. Et nous allons travailler, ce sont des recommandations, je dirais même des instructions à nous donner par le président de la République, c'est de faire en sorte que nous allions vers le parti unifié, le RHDP. Donc nous allons travailler à cela. Avant de poursuivre, je vous donne lecture de ce communiqué. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité porte à la connaissance des candidats au concours direct de recrutement des élèves officiers de police, session 2017, que les épreuves écrites d'admissibilité se dérouleront le samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 dans les centres suivants: École nationale de police, groupe scolaire Habitat, non loin de la cité douane de Trècheville. Les répartitions dans les centres peuvent être consultées à l'École nationale de police à partir du mardi 12 septembre 2017. Par ailleurs, les candidats devront se munir de leur carte ou attestation d'identité et de la quittance de l'inscription. Les cellulaires portables sont strictement interdits dans les centres. Un mot d'environnement, l'opération Grand Ménage initiée par le gouvernement se poursuit. Cette campagne est à sa 7e édition. Elle vise à sensibiliser les populations aux actions de salubrité et à donner un visage plus reluisant aux villes et communes du pays. Grâce Kando. Quartier Siad à la Riviera dans la commune de Cocody. C'est ici que la 7e édition de l'opération Grand Ménage a été lancée. Première action, démolition d'un kiosque et autres installations anarchiques. Le mois dernier, ces personnes ont été averties à l'effet de dégager l'emprise du domaine public. Malheureusement, ils sont venus ici un mois après, on a constaté leur présence. C'est pour ça qu'on a pris la décision de les dégager pour eux simplement. C'est aussi le cas de rappeler aussi les problèmes de nuisance sonore. Il faut dire qu'à cet effet, il y a un décret qui est entré en vigueur et qui demande à toutes ces personnes-là qui gênent le voisinage de se plier à la loi. On ne peut pas faire du bruit quand on veut et comme on veut. Donc pour cela, on va sévir aussi. À quelques encablures de ce site, une ONG œuvrant dans le domaine de l'environnement décide d'entreprendre des actions d'embellissement. On a remarqué que c'était un espace qui était pas très agréable à vivre. Et puis là, comme il y a une pharmacie encore, on a voulu encore rendre l'espace plus agréable et puis donner un peu à la cité de belles couleurs. On a essayé de mettre des pavés, de mettre du gazon et puis mettre un peu de peinture, faire des graffitis pour rendre un peu le coin plus agréable. Cap sur la commune d'Adjamé. L'équipe du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable trouve transporteurs, commerçants et artisans à la tâche. C'est nous qui saluons. Nous avons le droit de balayer le coin. Quand c'est salu, ça donne les maladies. Maladies comme fièvre typhoïde, tout ça, les maladies sales quoi. Ça nous promet ça. On a le droit de vendre, on a le droit de balayer aussi. Notre mission, c'est d'accompagner Madame la ministre de la Salubrité dans sa mission de grand nettoyage, de grand ménage. Nous sortons chaque grand ménage pour sensibiliser les commerçantes, les transporteurs, de balayer eux-mêmes les sites, ramasser puis aller jeter dans les gros coffres. Nous avons ramassé les ordures dans les caniveaux, les mettre dans les gros coffres. L'opération Grand Ménage a été lancée le 4 mars dernier par le gouvernement. Elle consiste, entre autres, à rendre propre son cadre de vie à travers des actions de salubrité et à donner fière allure aux villes et communes de Côte d'Ivoire.
Le Palais de la Culture à Abidjan va accueillir du 11 au 12 novembre prochain le Festival de l'électronique et du jeu d'Abidjan. 50 000 amateurs de jeux vidéo de Côte d'Ivoire et d'ailleurs sont attendus. Pour en parler, le promoteur de l'événement, Siddiq Bakayoko, était face à la presse. Cheikh Koni. Counter-Strike, Global Offensive, FIFA, Street Fighter, Mortal Kombat. Ce lexique du divertissement est bien connu des amateurs de l'e-sport. Ou encore le jeu vidéo. Première industrie du divertissement au monde en termes de chiffre d'affaires, le jeu vidéo a généré en 2016 plus de 48 800 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, le marché du jeu est peu développé malgré l'existence d'un écosystème et d'une communauté de gamers. La tenue à Abidjan du Festival de l'électronique et du jeu d'Abidjan, FEJA, est une occasion d'allier le divertissement au business. Deux facteurs essentiels de l'industrie du jeu vidéo, selon le promoteur Siddiq Bakayoko. D'un côté, vous aurez un certain nombre de partenaires écosystèmes que nous avons choisis, que ce soit dans les pays ou ici, qui sont des organisateurs d'événements et donc qui vont nous accompagner à déployer toute cette machine. Il y a effectivement les éditeurs de jeux. Nous avons toute une zone d'exposition, donc nous sommes en échange aujourd'hui avec un certain nombre d'acteurs ivoiriens, sénégalais et locaux qui confectionnent des jeux vidéo et qui, eux, souhaiteraient venir présenter ces jeux vidéo-là. Nous sommes même allés jusqu'à Madagascar pour aller chercher des gens qui font du jeu vidéo et donc qui vont venir pour pouvoir montrer à la population africaine, ivoirienne, qu'il y a effectivement des compétences locales, il y a des gens qui sont capables de produire du contenu local et ce contenu-là peut demain être exporté. Cet événement d'envergure consacré au gaming et à l'innovation technologique va se dérouler sur un espace de 5000 m² au Palais de la Culture de Treichville. 50 000 amateurs de jeux vidéo attendus, des utilisateurs, des fabricants et distributeurs. Ils pourront exprimer leur passion commune. Ce festival, c'est un grand moyen de faire connaître le jeu vidéo à des personnes en Côte d'Ivoire. C'est aussi le moyen de prendre cette chose-là vraiment au sérieux parce que je crois que le gaming est beaucoup négligé dans les pays africains et surtout en Côte d'Ivoire. Cette première édition du FEJA sera marquée par des tournois d'e-sport. Les présélections débuteront le 23 septembre prochain à Abidjan, à l'issue desquelles 256 gamers venant de plusieurs pays africains s'affronteront. Ce récit est signé Francis Boifo. En culture, on s'intéresse à la 17e édition du concours de films documentaires et de fiction destinés aux amateurs. Cette année, le Sénégal est monté sur la plus haute marche du podium avec place dans l'avion de la réalisatrice Kadidia Tousso. Elle remporte ainsi le Grand Prix UEMOA du meilleur film documentaire. Les prix des meilleurs films de fiction ont été remportés respectivement par le Nigérien Ousmane Kadri Koda avec Nos Faiseurs de Bonheur et l'Ivoirienne Doumbouya Mariam avec Pile à l'heure. Issaïou. Le film Une place dans l'avion de la réalisatrice sénégalaise Kadidia Tousso a remporté le Grand Prix Ekodio et bouclé d'une valeur de 5 millions de francs CFA, la 17e édition des Clap Ivoire. Un concours de cinéma, de films, documentaires et de fiction court-métrage destiné aux amateurs. Il se trouve que j'ai un producteur qui aime beaucoup le cinéma, qui est là pour ça. Donc le tournage s'est très bien passé, tout le monde était motivé. Des acteurs aux techniciens. Ce film a également remporté les prix du public, la meilleure interprétation féminine et du meilleur son. Les prix UEMOA du meilleur film documentaire et de fiction d'une valeur de 3 millions de francs CFA chacun sont revenus respectivement au Nigérien Ousmane Kadri Koda avec Nos Faiseurs de Bonheur et l'Ivoirienne Doumbouya Mariam avec Pile à l'heure. J'étais confiante, mais avec les films que j'ai vus qui étaient aussi de qualité, surtout le film du Sénégal, je me disais, est-ce que mon film allait être à la hauteur? Parce que j'avais déjà entendu parler de ça. Je suis tellement contente. Tout en félicitant le lauréat des Clap Ivoire 2017, le ministre Maurice Kouakou Banama a dévoilé son plan pour l'émergence du cinéma en Côte d'Ivoire. Il nous faut une télévision sous-régionale de promotion de la culture. Parce qu'au niveau de la sous-région UEMOA, CEDEAO, mise ensemble, nous sommes plus de 300 millions d'habitants. Même s'il n'y a que 10% qui consomment, ça nous fait 30 millions de consommateurs. Nous avons également décidé de construire une cité des arts et de la culture. Le ministre Patrick Hachi a accepté de nous offrir 50 hectares à Azopé. Donc nous allons l'aménager et avec les opérateurs, ce sera notre Hollywood.
Au total, 15 films étaient en compétition pour le Grand Prix Kodjo et Bouclé pour cette 17e édition des Clap Ivoire. Outre ces prix, et ceux du documentaire et de la fiction, plusieurs prix intermédiaires ont été décernés. Le 11 septembre 2001, 4 attentats suicides perpétrés aux États-Unis ont choqué le monde entier. 2977 morts ont été revendiqués par le groupe terroriste Al-Qaïda, avec à sa tête Oussama Ben Laden. 16 années après, l'Amérique se souvient de ce terrible événement. Une minute de silence a été observée à la Maison-Blanche en mémoire des disparus. Michel Digri. Les déflagrations du 11 septembre 2001 ont enflammé le monde. Aucun continent n'est désormais à l'abri de menaces terroristes. Un peu partout, des hommes et des femmes se revendiquent de l'islam pour tuer des innocents, comme l'ont fait les terroristes le 11 septembre 2001 aux États-Unis. Ce jour-là, ils embarquent à bord de vols domestiques à Boston, Washington et New York. Leur projet, détourner ces avions pour les transformer en projectiles géants. Le premier appareil, un Boeing 767 d'American Airlines, avec 92 personnes à bord, dont 5 pirates de l'air, s'écrase à 8h46 sur la tour nord du World Trade Center. À 9h03, un deuxième Boeing 767 de United Airlines avec 65 personnes à bord, dont 5 kamikazes s'encastrent dans la seconde tour jumelle. À 9h43, un Boeing 757 d'American Airlines s'écrase sur le Pentagone. L'on dénombre environ 3000 morts. Le terrorisme présentait ainsi un nouveau visage, plus cynique et violent. Depuis lors, les États-Unis ont lancé une guerre mondiale contre le terrorisme. Une guerre qui perdure depuis 16 ans malgré la mort en 2011 de Ben Laden, chef d'Al-Qaïda, commanditaire de ces attentats. En sport cyclisme, les populations de la région du Poro ont assisté hier à la première étape de la 24e édition du Tour de Côte d'Ivoire. La ville de Korogo a connu un dimanche festif. Rappelons que ce tour cycliste de réconciliation est placé sous le haut parrainage du Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Amadou Gon Coulibaly. Salif Ouattara. Parrainé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la 24e édition du Tour de la Réconciliation, Tour de Côte d'Ivoire, a été lancée à la place de l'indépendance de Korogo. Une première étape, Korogo-Korogo, longue de 70 km 800, soit 6 tours de la ville. Une première étape dominée de bout en bout par les Marocains et remportée à l'arrivée par l'équipe belge. En 1h41 minutes 17 secondes, le Belge Mathias Leglet s'impose difficilement face au Marocain Rabi Ilias. Bouvriditeur, un autre Belge, referme la marche du podium. On va voir jour par jour parce qu'ici c'était pas évident avec la chaleur. Et on va voir jour par jour. Rendez-vous le lundi pour la deuxième étape, Katiola-Boaké, longue de 120 km. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée. À très bientôt.